bonjour à tous, bienvenue à vous qui nous rejoignez depuis partout dans le monde entier. Nous sommes ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, où se tient la 9e édition de Jeux de la francophonie. Alors vous savez, quand on parle de la francophonie, on parle de la culture. La culture nous donne des liens avec de l'art, mais aussi les sports. À travers ces Jeux de la francophonie, nous allons essayer de développer plusieurs thématiques. Nous sommes très ravis d'être devant vous. Alors, ayez l'habitude de nous suivre ici, dans ce beau cadre de l'échangeur délimité, transformé pour la circonstance en village de la francophonie. Alors, pour ce faire, je suis aux côtés des grandes personnalités qui ont marqué l'histoire de la francophonie. 4 grandes figures qui ont une passion pour la culture, bien évidemment pour l'art aussi. 4 grandes personnalités. À ma droite, je suis aux côtés de Madame la ministre, Madame Emeline Prophète. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir à Kinshasa, au village de la francophonie. Et évidemment, je salue mes collègues qui sont autour de moi. Je suis heureuse de faire partie de ce panel. Madame Emeline est aux côtés de Yared IAM. Bonjour et bienvenue. Bonjour, voilà, moi je viens du Liban, je suis ravie d'être ici et de participer à ce panel très intéressant pour voilà, essayer de voir qu'est-ce qui nous lie à la culture, on le sait, et comment est-ce que la culture est liée au sport aussi. Ok, à ma droite, il y a Sophie Langevin. Bonjour et bienvenue. Bonjour, je suis ravie aussi de participer à ce panel et de réfléchir à cette question de fusion entre art et sport. Ok. Et je suis ravie de participer avec mes collègues. Et Sophie est aux côtés d'Elisabeth Daldoul. Bienvenue à Kinshasa. Merci de nous réunir, d'associer culture et sport. Je pense que c'est essentiel et c'est ce qui nous tient à cœur aussi, toutes là. Et voilà, moi j'arrive de Tunisie. Ok, comme je le disais, nous allons développer plusieurs thèmes, mais pour aujourd'hui, nous allons parler de l'art et le sport. Mais permettez-moi quand même de présenter mes invités. Vous ne savez peut-être pas, mais moi je vais vous donner les amples détails sur mes invités, qui est Madame Emeline. En tout cas, ce que je sache, vous êtes romancière, poétesse, mais aussi journaliste. Vous avez une carrière en journalisme et actuelle ministre de la Communication et de la Culture d'Haïti. Alors, vous disposez d'un diplôme, je le disais, en journalisme, et vous êtes également détentrice du prix rayonnement de la langue et de la littérature française. C'était en 2021, je ne me trompe pas? Absolument, j'ai reçu ce prix de l'Académie française, le prix du rayonnement de la langue et de la littérature française. C'est un prix important qui m'a beaucoup honoré, qui a aussi honoré les Haïtiens qui ont été très très contents que j'ai reçu ce prix, parce que vous savez, j'habite un pays où la vie n'est pas simple. Et grâce à la culture, à l'art et au sport souvent aussi, et nous avons des choses que nous disons que quand même il y a des choses qui nous subliment, qui nous permettent de transcender, et voilà, j'ai reçu ce prix en décembre 2021 de l'Académie française. Et votre passion pour la littérature vous a permis d'avoir une mention spéciale du prix Carbet de la Caraïbe et du tout le monde, c'est ça? Oui, l'année dernière, j'ai été assez gâtée en prix. J'ai à la fois reçu une mention spéciale du Carbet, mais aussi le Carbet des lycéens pour mon roman Les Villages de Dieu, qui a également reçu le prix Fedcon Marie Scondé. On sent que vous avez de la passion pour la littérature. À vos côtés, Yared, je me permets de vous présenter. Yared, vous avez dit que vous êtes libanaise, mais vous êtes également détentrice de nombreuses distinctions par vos publications. Est-ce que nous pouvons voir quelques-unes de vos publications? Vous voulez que je vous parle de mes publications? Vous les citez nommément? Ah, mais il y en a déjà, elles sont au nombre de 7, ça va prendre un petit moment, mais on peut parler du dernier, qui est Implosion, qui est paru en 2021, septembre,
et qui parle de l'explosion du port de Beyrouth, qui a en fait, au-delà d'être une explosion, elle a surtout implosé dans tous les foyers. Donc c'est à travers le récit d'un couple qui lui-même est en train d'imploser en tant que couple. Donc c'est en fait c'est une histoire de déliquescence, la déliquescence d'un couple dans un pays en perte de repères, en déliquescence identitaire, et comment est-ce qu'on fait pour essayer de s'engager dans la reconstruction d'un pays en réfléchissant sur la capacité de vivre avec l'autre en tant que couple et symboliquement l'autre en tant que voisin, en tant que frère dans un pays aussi divisé que le Liban. Alors je rappelle également que vous êtes actuelle présidente de l'association culturelle Saint-Tropez Liban. Oui, ça c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur et qui nous tient à cœur en tant qu'écrivain parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, nous assistons au Liban à un nouveau phénomène qui est une sorte de dictature culturelle avec le redéploiement de partis tels que le Hezbollah au sein même du gouvernement et qui en fait a compris l'importance de la culture et qui aujourd'hui, c'est un portefeuille qui est souvent dénigré dans des pays comme les nôtres où il est question de survie, de politique, d'enjeux, où on pense que ça passe avant la culture. Eux, ils ont tout compris. Donc aujourd'hui, le ministère de la Culture est dirigé par un ministre qui leur est affilié, on va dire. Et du coup, ils commencent à faire un peu la loi à cet endroit-là et à être de plus en plus regardants et avec des communiqués qui sont pour nous une aberration. Donc cette structure du PEN est essentielle pour être vraiment un outil de réflexion permanente et surtout d'alerte quant à la liberté d'expression, notre liberté d'expression, car le Liban est connu pour être un pays des libertés grâce à sa pluralité et il est hors de question qu'on perde cette qualité-là qui est identitaire et propre au Liban. Merci Yann, je reviens vers vous. Le temps pour moi de présenter Sophie Langevin, metteuse en scène, réalisatrice, comédienne, performeuse franco-luxembourgeoise, directrice artistique de la structure des créations Juntio, c'est ça. Voilà, c'est ça. Mais aussi, votre travail se caractérise par un langage formel, esthétique et très varié. Un commentaire là-dessus? Un commentaire, c'est... par rapport à ma position d'autrice, en fait, je crée aujourd'hui des performances et je travaille sur la question de la temporalité et de la question du temps. Et donc, c'est comme si dans ces performances que j'écris, j'extends le temps et je donne la parole à l'intime et à l'intimité des femmes. Voilà. Ok, merci beaucoup. Et puis, Elisabeth Daldou, vous êtes éditrice tunisienne et puis responsable de la maison d'édition Elisade, spécialisée dans les littératures du Sud. Exactement? Oui, dans les littératures du Sud, et une maison d'édition qui publie essentiellement en langue française. C'est pour dire combien la francophonie me tient à cœur, d'auteurs ou que l'on traduit en français ou d'auteurs qui écrivent en langue française. Je pense notamment au romancier Beyrouk, au romancier mauritanien Beyrouk, qui vit dans un pays arabophone, mais qui s'exprime en français à travers ses textes. Donc c'est aussi ce qui m'intéresse, pourquoi le français dans des pays où la langue officielle est l'arabe, parce que justement cet espace de la francophonie pour moi est un espace riche de sa diversité, c'est ce qui me plaît, avec des cultures voilà, de Haïti à la Tunisie ou au Liban. Au continent africain, ces rencontres culturelles, cultuelles même, pour moi sont essentielles et la littérature est vraiment le lieu de ces rencontres avec l'autre dans toute cette diversité.
Donc je défends vraiment la francophonie pour tout ça. Égal, merci. Ce sera pour nous aussi l'occasion de renforcer les valeurs francophones. Alors d'entrée de jeu, je rentre vers vous, Madame la ministre Emeline. Quel est ce lien que vous établissez entre les deux domaines? On parle de l'art et du sport, bien évidemment en mettant en exergue la combinaison des arts et du sport, c'est que l'art et le sport peuvent apporter. L'art et le sport, ce sont des expressions très différentes, mais des expressions qui reflètent un art de vivre, un art d'être, un art, une manière d'habiter le monde. Et Haïti et beaucoup d'autres pays participent à ces Jeux de la francophonie. C'est sans doute très important de les lier et de mettre ensemble ces personnes de pays différents et qui ont une langue en partage et qui s'expriment et qui ont envie de dire, envie de se raconter. Et les sports s'exercent dans les pays en développement comme le mien, dans des conditions extrêmes, des conditions très difficiles. Et j'habite un pays aussi où la culture et l'art permettent, et des expressions permettent à beaucoup d'entre nous de nous exprimer. Et Haïti est un pays très très particulier où souvent c'est grâce à ses littérateurs, à ses artistes, ses plasticiens qu'ils s'imposent de manière positive dans les médias étrangers. Il y a quelques années, Haïti a reçu une médaille d'or des Jeux de la francophonie qui se tenait à Nice, et le gagnant de cette médaille d'or, qui est un chanteur, Jean-Jean Roosevelt, nous a révélé aussi que la littérature, les arts et le sport peuvent être des domaines d'expression où nous pouvons un petit peu dire qu'Haïti n'est pas le chaos dont on parle souvent dans les médias étrangers. Haïti, c'est beaucoup d'expression. Haïti, c'est du sport. C'est aussi une envie de continuer une histoire qui a commencé il y a 220 ans, et avec beaucoup de heurts, beaucoup de gros accidents, de moyens accidents, mais des accidents toujours dommageables pour nous, mais pas que pour nous haïtiens, mais aussi pour les peuples noirs de la terre entière, pour ceux et celles qui sont en quête de liberté, qui sont dans cette quête d'expression de soi et qui veulent habiter le monde et traverser le monde. Donc lier les sports et la culture est une excellente chose, parce que c'est un peu, c'est des quêtes qui peuvent paraître différentes, mais moi je parle évidemment du lieu d'Haïti, du lieu d'un pays en développement, un pays en difficulté. Donc ce sont des quêtes qui peuvent nous révéler et nous porter plus loin et nous permettre de parler à l'autre et de parler au monde francophone, mais pas que, puisqu'il s'agit dans les deux cas de recherche d'excellence, de performance et de marquer aussi le temps, de marquer la vie. Donc c'est en cela que les Jeux de la francophonie sont très 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 importants, et c'est ce qui a valu, c'est ce qui me vaut ce voyage extrêmement long de 3 jours quasiment que je viens de faire depuis Port-au-Prince pour être avec vous à Kinshasa, pour parler à mon pays, mais aussi parler dans cette émission qui va être écoutée, j'en suis sûre, par beaucoup de gens, parler aux Congolais et dire, écoutez, cette francophonie-là qui nous lie, qu'est-ce que nous voulons en faire? Comment voulons-nous continuer de marcher ensemble? Et quelles expressions pouvons-nous mettre ensemble pour laisser quelque chose et pour dire que du Congo à Tunis, en passant bien sûr par le Liban et le Luxembourg, et voilà, et ce monde qui frétille, qui pétille à la fois, comment nous le voulons, et en restant francophone, en invitant dans la francophonie aussi. C'est un espace ouvert, c'est un espace de 5 continents, ce qui est rare pour une langue. La francophonie, le français est sur les 5 continents. Donc cette liaison entre le sport et la culture est très 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 importante, et nous devons à chaque fois faire des bilans
pour voir où nous en sommes et comment avancer, continuer d'avancer, comment faire plus et comment trouver les points communs. Parce que les points communs, finalement, entre ces expressions sont nos points communs à nous, francophones, mais aussi des points communs avec peut-être d'autres personnes qui nous regardent et à qui nous donnons envie. Iyad, partagez-vous le même avis que Madame Emilienne? Est-ce y a-t-il une liaison entre l'art et le sport? Moi, vraiment, ce que Emeline vient de dire fait écho à aussi le cas libanais, dans le sens où, dans des pays divisés, dans des pays géostratégiquement mal placés pour pouvoir travailler sur une souveraineté tranquillement, on est tout le temps appelé à subir des enjeux qui nous dépassent, qui ne sont pas les nôtres. Donc, on a une sorte de fatalisme par rapport à une politique régionale et locale dont on ne maîtrise nullement les ficelles. Et c'est à cet endroit-là qu'intervient la culture pour moi et le sport, parce qu'elle offre un espace de développement individuel, puisque nous sommes privés de tout libre arbitre et de toute capacité de changer les choses au niveau collectif, puisqu'ils sont l'avenir collectif du pays est otage de dictature dans nos régions, d'États mafieux, d'un État de non-droit. Donc le seul endroit où nous pouvons changer les choses, il me semble, c'est au niveau de la culture et du sport. Et ils sont forcément liés. Pour ce qui me concerne en tout cas, j'ai presque envie de dire que la culture est un sport politique presque dans nos pays. C'est un sport qui nous permet, d'abord il développe des performances, la culture, l'écriture en soi développe une certaine endurance, une endurance à la réalité, au refus d'une réalité manipulée, la capacité de l'imaginaire de changer les choses, d'essayer de réfléchir aussi sur les tenants et les aboutissants d'un monde qui est de plus en plus dans la dissimulation, donc qui nous permet de comprendre et de déconstruire. Et il y a quelque chose de l'ordre de la performance pour moi. Alors sur un titre personnel, par exemple, je ne suis pas une grande sportive, mais il y a une chose que je ne peux pas arrêter de faire, c'est la marche quotidienne. Tous les matins, je sors, je marche 1 heure, 1 heure et demie, et c'est peut-être les seuls moments où je pense autrement. Donc il y a toujours un lien aussi entre le corps et la pensée, tout comme il y a un lien entre la culture et le corps politique, tout comme il y a un lien entre le sport et l'espace public. Il n'y a qu'à voir comment est-ce que le sport, ou le football, pour ne nommer que le football, prend la place à un niveau mondial de rassemblement et je dirais, d'un lieu fédérateur de toutes nos différences, de tous nos clivages. Donc pour moi, pour un pays aussi clivé que le Liban, la culture et le sport sont un espoir politique de mise ensemble, d'entente, d'une sorte de pause dans nos conflits et de consensualité. Et il y a quelque chose qui pour moi est très représentatif politiquement par rapport au sport et à la culture, de ce qu'ils peuvent offrir en fait comme alternative à ce qu'on ne peut pas changer. C'est-à-dire, il y a une réalité politique régionale dans laquelle on se sent impuissant. Le seul endroit où nous pouvons développer une forme de puissance civile en réponse à notre impuissance politique, elle est à l'endroit du sport et de la culture, et ils sont forcément liés. Ils sont liés. Restez avec nous, vous allez passer des moments très passionnants. Elisabeth Langevin, nous aimerions que vous puissiez partager avec nous votre expérience sur les liens qui existent entre ces deux domaines. Alors, moi j'ai réfléchi à partir de l'endroit de la performance en fait. J'avais envie de me positionner en tant que sportive dans la performance. Et il y a plusieurs thèmes. Il y a à la fois la question de la persévérance, c'est-à-dire que quand on est artiste, il y a
cette dimension de la vision et de cet objectif qui doit nous tenir tout du long et nous donner cet espace d'acceptation de la chute et du rebondissement et de la reprise pour pouvoir tenir et continuer, parce que c'est un chemin pas toujours simple, avec des obstacles et puis avec du merveilleux. Et puis à l'intérieur de cette persévérance et de ce long chemin, il y a l'ensemble, hein, il y a l'unité. Et je repensais aux sportifs, et donc tu parlais des footballeurs, et je me disais, ben, les sportifs, ils sont, quand ils rentrent dans un stade, hein, ils ont eu tout le temps de cette préparation, mais ils sont emportés par le stade. Donc à un moment donné, il y a une unité. Et dans l'art, je trouve qu'il y a ça, c'est-à-dire qu'il y a tout ce chemin individuel de travail, de recherche, en unité, en unition avec les autres, parce que c'est un lieu de partage. Et je trouve que le sport et l'art et la culture sont des lieux de partage. Et je trouve que justement les Jeux de la francophonie, c'est extraordinaire, parce que c'est un lieu de partage. Mais moi, je viens d'un tout petit pays qui s'appelle le Luxembourg, qui est vraiment qui est tellement petit qu'il apparaît, oui, à cette dimension-là. Et la question de la langue française est singulière parce que c'est un pays qui a 3 langues nationales. Mais la langue parlée par les luxembourgeois de souche, c'est le luxembourgeois, mais le code, c'est le code Napoléon. Donc il y a la question de la langue française est vraiment très singulière. Et j'ai eu la chance de participer au CITF, à une pépinière du Centre international de théâtre de langue francophone. Et d'un seul coup, ça m'a ouvert tout un champ de dire, mais oui, c'est... En fait, moi, je parle le francophone à partir de Luxembourg, peut-être. Voilà, donc il y a ça, il y a cette question de cette unité, de cet ensemble. Et puis après, il y a la question dans la performance, on a une longue préparation et il y a un moment donné où, comme c'est sur des temps très longs, on peut être en performance, j'ai pu faire des performances de 7 heures, et du coup, il y a... Le temps devient... C'est comme si le temps devenait très très lent, qui fait que notre cerveau, on peut appréhender ce qui va arriver. Et dans la question du sport, il y a la question du flow, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, quand les sportifs atteignent, enfin, dépassent en fait certaines limites, ils sont dans un état d'esprit, dans une autre perception du temps, une autre perception de leur corps. Et voilà, je trouvais du coup la question intéressante j'étais un peu surprise au départ, et d'un seul coup, je me suis dit, mais oui, en fait, il y a vraiment un lien. Voilà ce que je pourrais dire là. Grand merci. Alors, Elisabeth Daldoul, on revient sur la même question, mais avec une toute petite différence. Nous aimons à ce que vous puissiez rajouter un mot sur la persévérance nécessaire. Oui, je vais, en vous écoutant, ça, évidemment, les idées sont brassées. Et c'est vrai que la pratique du pays, d'où l'on vient, c'est pas qu'elle soit importante, mais offre une autre perception, on va dire. Et c'est vrai que dans nos pays ou dans mon pays, quand je réfléchis à la place de la culture et du sport, c'est vrai que c'est une place, je dirais, ils sont à peu près au même niveau de peut-être de non prise en considération suffisante. Et dans ce sens, on voit, c'est un lien, et c'est pas pour rien peut-être que ces deux activités, je sais pas, ces deux pôles essentiels dans la vie de l'être humain, mais dans la vie politique aussi. Pourquoi on n'y accorde pas plus d'importance? Voilà. Et donc on fait avec.
on fait avec les sportifs, les gens de la culture, on s'entraîne les uns et les autres comme on peut. Et ce n'est pas évident, mais bon, les gens essayent de s'en sortir parce que ça donne, enfin, ce sont deux secteurs qui donnent un sens à la vie, qui font qu'on se réalise, et qui sont aussi deux secteurs pour moi qui sont qui sont aussi la carte de visite d'un pays. Je pense notamment à une joueuse de tennis tunisienne qui est qui réussit très bien, qui s'appelle Ons Jabeur. Ben, c'est une fierté pour notre pays, même si, alors qu'elle n'a pas été aidée par personne, ni des sponsors tunisiens, et elle a réussi, parce qu'elle s'est battue, elle a réussi à atteindre le niveau qu'elle a. Je crois que c'est la 6e joueur mondiale aujourd'hui, féminine. Et idem pour les écrivains. Les écrivains, elles sont peu soutenues en Tunisie, mais il y a cette rage de faire entendre aussi ce qu'on a, enfin ses tripes en fait. Et je crois que les deux activités, pour schématiser, font vivre les mêmes choses à l'intérieur de soi. Donc voilà, je déplore un petit peu ça, mais bon, on avance. Et pour ma part, je ne suis pas écrivain, je suis éditrice. Donc c'est une autre approche par rapport à vous trois. Je dirais que j'interviens plus comme coach ou manager, selon le cas, parce que c'est aussi un travail de gestionnaire. Et je pense que je fonctionne, en tout cas ce métier d'édition, fonctionne comme un coach sportif, c'est-à-dire être soutien, accompagnant d'un auteur. Je crois que c'est notre rôle d'éditeur. C'est soutenir l'auteur dans ses doutes, l'encourager dans ses compétences, parce qu'on y croit, parce qu'on s'y investit. C'est aussi deviner dans un texte qui nous est donné pour un auteur qui n'a pas encore publié, c'est deviner le talent qui se cache derrière, et donc l'aider à travailler et encore à écrire, donc à revenir sur le métier sans cesse. Et donc je pense que dans cette fonction que j'ai, c'est ça, c'est d'être à l'écoute, c'est de pousser, c'est d'encourager, c'est d'être présente et de faire éclore une œuvre dans toute son ampleur. Un grand merci pour cette intervention. Je reviens vers vous, Madame Emeline, Madame la Ministre. Vous êtes poétesse, je le disais. Alors, comment l'écriture peut-elle faire figure des gestes artistiques sollicitant le corps aux côtés de l'esprit? En écoutant l'une et l'autre de mes collègues, je me disais que dans les métiers artistiques, être écrivain ou être sportif, c'est être soi et être en même temps en train d'inventer l'autre et d'inventer les autres. Parce que il y a tellement de gens, quand ils regardent un sportif ou quand ils lisent un auteur, écoutent un musicien, se reconnaissent pour des raisons diverses d'ailleurs dans ces personnes-là, et que finalement l'écrivain, mais je peux parler plus facilement de l'écrivain puisque j'en suis une, et le sportif, peu importe le domaine dans lequel il évolue, finalement lui c'est d'abord l'autre et les autres.
quand vous rencontrez quelqu'un qui vous parle, par exemple, dans mon pays où le football est une passion, quand les jeunes Haïtiens vous parlent de Lionel Messi, qu'ils n'ont jamais rencontré, c'est extraordinaire de voir la passion, de voir comment il s'identifie à ce sportif, au génie de ce sportif. Il lui fabrique une vie, il l'idéalise. Messi, c'est qui poste une photo sur les médias sociaux devant un gâteau avec ses fils et sa femme. Ils vous disent, voilà comment l'homme idéal, il devrait fêter son anniversaire et tout ça. Comment les uns et les autres se reconnaissent dans les sportifs, dans les écrivains aussi, de par mon expérience. Et dans les villages de Dieu, par exemple, le dernier roman que j'ai publié chez Mémoire d'un crier, comment beaucoup de gens se sont reconnus dans une jeune femme qui habite un ghetto, un quartier populaire, qui s'appelle Célia. Donc, eux, voilà, les filles, elles se disent, ben, Cécé, je l'ai déjà rencontré, et même Valérie Marais-Lamélé, à qui je pense, du journal Le Point, qui a écrit, elle est tellement vivante, tellement réelle, qu'on croit l'avoir déjà croisée. Donc, cette façon de pouvoir être soi-même et sortir de soi quelque chose qui appartient tout de suite aux autres. C'est extraordinaire et ça crée il y a cet univers qui est toujours en création et cette vie que vous faites exister parce que cette personne, elle a eu cette fulgurance en regardant Messi, en lisant un livre, en regardant un danseur ou en écoutant de la musique. Donc c'est ça, cette ressemblance entre l'art et les arts et le sport, c'est cette manière de donner quelque chose d'intégral, de définitif à l'autre qui peut la prendre et la transformer et faire autre chose avec ce que vous aurez donné. Et c'est en cela qu'on reconnaît aussi les grands artistes. Il ne faut pas prendre au premier degré ce que je dis, les grands artistes, les grands sportifs. Finalement, est-ce que cette grandeur, cette réussite dans ce que l'on fait, l'on accomplit, cette réussite, elle existe seulement quand l'autre elle est capable de prendre cette production qui vient d'une personne ou d'une équipe et de la faire sienne. Donc voilà, c'est extraordinaire d'être, de regarder, d'être là pour parler d'art. Très improbable pour moi de parler d'art et de sport parce que je ne parle pas de sport, je n'en fais même pas. D'ailleurs, je suis très paresseuse, mais c'est à cela aussi que servent ces plateformes comme ça, se retrouver à Kinshasa, à des milliers de kilomètres de chez moi et d'avoir une révélation, de se dire, écoutez, est-ce que c'est cette capacité de donner aux autres ce qu'on prend aussi des autres, parce que les artistes sont des prédateurs, peut-être un peu moins que les sportifs. Et la question, j'ai peut-être... Comment l'écriture peut-elle faire figure des gestes artistiques sollicitant le corps aux côtés de l'esprit? Ça sollicite l'esprit, le corps aussi sans doute, parce que l'artiste, le créateur, peut-être que le mot créateur convient beaucoup plus à ce que moi j'aimerais exprimer en répondant à cette question, puisque le corps il joue un rôle fondamental dans la création. On a besoin d'être dans ce corps-là et d'avoir soit un bien-être ou un mal-être pour pouvoir exprimer telle chose. C'est-à-dire, je me rappelle, comme je viens d'un pays très difficile qui connaît des soubresauts depuis des années, dans les années 2000, il y avait beaucoup de problèmes, comme aujourd'hui il y en a tellement, et il y avait beaucoup de gens qui étaient assassinés. Et là, moi, je m'étais mise dans les années 2000 à lire des livres très courts parce que je me disais que je n'aurais pas le temps, que je vais peut-être mourir assassiné, que j'allais recevoir une balle perdue ou volontaire de quelqu'un. Donc, il y avait quelque chose qui se passait dans mon corps et qui s'est beaucoup reflété dans ce que je lisais et dans ce que j'écrivais. Parce que l'écrivain, quand il lit, il mange
et c'est à partir de ce qu'il lit souvent qu'il écrit. Donc, et là, je voulais écrire des textes très courts pour pouvoir aller très vite aussi. Donc il y a une façon d'être dans sa tête et dans son corps qui permet à l'artiste d'avancer. Et peut-être que je vais dire quelque chose que je ne devrais pas dire. Et c'est pour cela que les artistes, souvent, beaucoup d'artistes, je connais beaucoup d'écrivains, de plasticiens, qui travaillent sous influence, ce que les sportifs ne peuvent pas faire. Parce que s'ils sont testés, ils sont dopés, c'est terrible. Ils ne peuvent plus continuer. Alors que nous, c'est peut-être injuste. Nous écrivons sous influence, des artistes qui peignent sous influence. Oui, c'est vrai. Ce rapport, il existe, il est vrai. Être dans son corps, dans ce corps-là, on est bien, on n'est pas bien. Ce corps qui est malade certaines fois, pour pouvoir écrire. Et quand Yaem dit qu'elle a besoin de courir, qu'elle a besoin d'avoir un corps en activité, un corps en exercice, moi j'ai besoin d'être dans cette paresse, dans ce corps extrêmement mou et très fatigué, presque désespéré pour écrire. Oui, il y a un vrai lien entre la création et le corps. Et peut-être que les sportifs ont beaucoup plus raison que moi. Il faudrait que je m'y mette. Je ne sais jamais. Vous pouvez essayer avec la marche, ça va aller. Yad, partagez-vous ce même avis que Madame la Ministre? Absolument, et à vous entendre toutes. De toute manière, on écrit ou on crée à partir d'un corps, qui est le corps de l'intime, et qui est forcément, au final, la somme de tous ces corps intimes forme un corps collectif. Et donc c'est forcément politique, parce que c'est aussi ce dont on parle. On parle de nos lieux, de pays fracturés, où le fil de l'histoire est constamment discontinu, entrecoupé par des régimes qui arrivent et qui nous privent de notre mémoire en permanence. Donc le seul lieu où nous pouvons finalement reconstituer une mémoire fracturée et discontinue, c'est cette persévérance de ne jamais lâcher le fil de l'effort qu'engagent les disciplines du sport ou de la culture ou de l'écriture. Qu'est-ce que c'est que l'écriture? Pour moi, c'est ne pas lâcher ce fil qui va me rapprocher constamment d'une forme, pas la vérité, c'est un grand mot, mais de ce dont on nous prive de nous-mêmes identitairement. Donc forcément, alors c'est un peu une notion très engagée de concevoir la culture ou le sport, mais cet engagement, cet embarquement de ces disciplines, et on ne peut pas y échapper. Voilà. Et c'est pour cela que je peux répondre à la question de Elisabeth, qui disait pourquoi est-ce que nos pays, les pays du Sud, n'encouragent pas les disciplines de sport et de culture. Ils ne font rien. Car je pense que la culture et le sport menacent la pérennité de ces régimes abusifs qui sont là uniquement pour exploiter et pour bloquer le développement de ces pays, parce que leur pérennité au pouvoir est forcément liée à la sclérose des sociétés. Et donc, nous diviser et nous scléroser fait leur intérêt, et le sport et la culture, exactement l'antidote de ce dont ils ont besoin. Donc, s'ils ne nous combattent pas, ils ne font rien pour développer. Parce que je pense sincèrement que la révolution politique à partir de la société civile ne vient que par ces disciplines-là, de la culture et du sport. Alors, si je veux faire un lien entre le rapport qu'il peut y avoir en tant qu'écrivaine entre l'écriture et le corps, il est aussi entre l'écriture et le corps politique. Il est là, on n'y échappe pas. Et forcément, quand on écrit, quand on crée, qu'on soit peintre, sculpteur ou littéraire, on engage une révolution en soi déjà. Et cette révolution est communicative, elle se propage, ça devient un exemple pour les autres. Et d'un exemple à l'autre, nous formons une sorte de communauté qui osons enfin fabriquer un autre collectif
à partir d'un effort individuel, car c'est ça le sport. Cette joueuse de tennis dont parle Elisabeth, personne ne l'a soutenue, il n'y avait aucune collectivité pour la soutenir, elle s'est accrochée. On reprend l'idée du fil dont tout à l'heure, Sophie, tu parlais. Ce fil-là, eh bien, ce fil, pour moi, il est la réponse à tous ceux qui essayent de couper ce fil. Voilà. Il est là l'exemple pour moi que nous offre le sport et la culture. Bien, merci Iyad. Je reviens encore, je me tourne vers Sophie Langevin. Moi, j'aimerais avoir un témoignage de votre côté sur la relation de la persévérance dans votre carrière de comédienne et dans l'entraînement sportif. Dans l'entraînement sportif, il a été, il fut. Mais c'est vrai que j'ai commencé je faisais beaucoup d'escalade au départ. Et j'ai commencé le théâtre en parallèle. Et je trouve que c'est une image qui pourrait être très belle. C'est quand on grimpe des longues voies, on a une longue marge, il peut y avoir une longue marge d'approche. Et dans ces marges d'approche, elles ne sont pas toujours très confortables. Et il y a un but, c'est qu'il faut arriver au bas de la falaise. Et quand on arrive au bas de la falaise, on dépose nos affaires, on se prépare, on s'équipe avec la corde, etc. pour monter. Et puis on monte, et puis en chemin, il se passe ce qui peut se passer en des voies, c'est pas toujours très simple. Okay. Et à un moment donné, on arrive en haut. Et donc c'est un long chemin, et il y a cette question de cette vision, de cet objectif. Et je trouve qu'il y a un lien avec notre art, qui est qu'on ne sait pas toujours pourquoi. Enfin, moi, ça fait des années que je suis comédienne et metteur en scène, et il y a une quête. Je ne saurais pas je sais pas laquelle c'est. Sauf que je sais qu'elle me tient et qu'elle me tire quelque part. Je sais qu'il y a un endroit, je sais qu'il est là, c'est que je sais que j'aime l'art et j'ai besoin, parce que j'aime le partage et j'aime l'échange. Que ce soit avec les gens avec qui je travaille, que ce soit en lisant, comme disait Ning, d'être nourri. Et c'est cet échange qui est absolument formidable et nécessaire. C'est vital. Et je pense que c'est cette nourriture qui nous aide à tenir et qui nous aide à être dans cette persévérance. Et voilà, je dirais ça. Merci bien. Elisabeth Daldoul, je reviens. Est-ce que la persévérance, puisque vous avez mentionné le mot persévérance, est-ce qu'elle peut permettre d'atteindre un haut niveau du sport, bien évidemment au niveau de la littérature? Oui, oui, évidemment, la persévérance qui est jalonnée de doutes, comme je l'ai dit, d'échecs aussi, hein, et on peut le retrouver dans les livres publiés chez les écrivains, un livre qui marche moins bien un texte qui marche moins bien qu'un autre, sans raison qualitative, hein. C'est juste qu'à un moment, ça n'a pas fonctionné pour des tas de raisons pas toujours, qu'on n'arrive pas toujours à analyser, un peu surprenantes. La concentration, hein, qui est aussi, je pense, un dénominateur commun. L'identification, dont parlait Émilie, la quête aussi, tous ces éléments qui sont vraiment, qui créent une union entre un sportif et un créateur un créateur de romans ou de sculptures ou artistiques. Voilà. Mais en vous écoutant aussi, je me disais qu'il y a aussi quelques différences, peut-être, que moi j'analyserais chez l'écrivain, peut-être, je ne sais pas, peut-être vous me contredirez, mais avec l'écriture dans la continuité, dans le temps. C'est-à-dire qu'un écrivain écrira toute sa vie.
un sportif s'arrêtera parce que malheureusement le corps, à un moment, dit voilà, c'est plus possible d'atteindre ses performances. Et en ce sens, est-ce que l'écrivain n'a pas une situation plus privilégiée que le sportif? Après, le sportif peut aller vers l'écriture. Hein. Mais voilà, c'était aussi toutes vos réflexions autour de ce qui unit évidemment le sportif à l'artiste dans toutes ces disciplines. C'est qu'à un moment, les chemins divergent parce que la vie, parce que le corps, à un moment, on m'a dit non, on ne peut plus continuer. Voilà. Et donc, tous nos échanges m'amènent à cette réflexion que l'écrivain finalement reste, entre guillemets, éternel dans son écrit, dans son écrit ou dans ce qu'il produit. Le sportif, à un moment, va s'arrêter. Merci bien. Alors, transmettre sa passion. Je voulais réagir. J'aime beaucoup ce que tu as dit, Elisabeth. Dans les deux cas, il y a forcément mise en danger de soi-même. Parce qu'on ne peut pas faire grand-chose d'important sans se mettre en danger. Et le sportif, à 35 ans, un joueur de football est considéré comme vieux. Alors qu'à 35 ans, un écrivain est considéré comme très jeune. Parce que plus on vit et plus ces 5 sens avec lesquels j'écris, et probablement mes collègues aussi, parce que l'écriture est un métier des 5 sens, les sens s'aiguisent et on a une meilleure compréhension du monde et on arrive à regarder à travers les choses, même à travers les murs. C'est peut-être injuste pour les sportifs, mais en même temps, certaines performances des sportifs ne meurent pas. C'est-à-dire, on n'oublie pas Mohamed Ali, on n'oublie pas Michael Jordan. Et il y a les sportifs aussi. En fait, le sportif, il n'a pas beaucoup de temps, mais il peut toucher le ciel aussi. Et l'écrivain, plus vite, il peut toucher le ciel plus vite. Voilà, l'écrivain, il a le temps qui joue en sa faveur et souvent et l'avantage de l'écrivain aussi, plus il vieillit, plus on le compare à lui-même. C'est-à-dire, on ne va pas dire un tel écrit mieux qu'un tel, mais à force de lire ses livres, on finit par le comparer à lui-même. C'est-à-dire, j'ai préféré le roman que tu avais écrit il y a 5 ans. Ou bien, je préfère celui-là à celui que tu avais écrit il y a 10 ans. Donc, c'est vraiment des univers différents, mais qu'on peut mettre côte à côte. Tout à fait. Oui, c'est extrêmement intéressant de les considérer du point de vue du corps, du point de vue de l'âge. Alors, bien merci, Madame la Ministre. Vous êtes arrivée à Kinshasa, vous avez traversé des fleuves, vous avez traversé. Est-ce qu'on peut se dire que la ville de Kinshasa peut vous bousculer dans l'imagination de ce que vous faites? Moi, quand Nathalie Demarty m'a demandé de faire partie du jury, de venir à Kinshasa, je lui ai répondu: vous me prenez par les sentiments, parce que je ne refuse pas les voyages sur le continent africain. La première fois que je suis venue à Kinshasa, c'était en 2012, et je ne sais pas pourquoi, j'ai eu quelque chose s'est passé entre Kinshasa et moi. Et je suis allée l'année suivante à Brazzaville, ça n'a pas été la même chose. Parce que Kinshasa, et je parle sous le contrôle de notre ambassadeur qui est là, Kinshasa ressemble beaucoup à Port-au-Prince. Voilà, on a... Donc vous vous sentez comme chez vous? Je me sens chez moi, je suis très étonnée. Et l'ambassadeur me disait tout à l'heure, quand il va à Port-au-Prince, il paye très cher un billet d'avion et il se dit, mais pourquoi j'ai fait ce voyage pour aller voir les mêmes choses? Donc c'est ça Kinshasa. Et moi, je suis
très contente à chaque fois de revenir à Kinshasa, d'aller à Cotonou et même au Mali, au Niger. Parce que l'haïtienne que je suis, comme tous mes compatriotes, a un voyage à faire ou à refaire. Parce que nous avons été déportés de ce continent-là. Et aujourd'hui encore, dans les milieux ruraux en Haïti, quand un Haïtien décède, on dit que son âme est retournée en Guinée. Donc nous sommes de ce continent qui nous oublie, hélas, il faut le dire. Et moi, je continue de questionner l'histoire, je continue de questionner l'esclavage, je continue de questionner ce qu'il s'est passé pour que des gens vendent d'autres gens qui faisaient partie de leur communauté. Parce que les Africains ont vendu leurs frères. Là, ils sont partis à fond de cale dans les Amériques, un petit peu partout, au Brésil, à la Jamaïque, en Haïti. Donc il y a cette question qui reste posée pour moi, pour les Haïtiens et pour beaucoup de gens du continent aussi. Et elle restera posée pendant très très longtemps. Moi, je suis dans une quête, j'ai des interrogations et j'ai besoin du continent africain. Donc c'était un voyage très très long à chaque fois que je suis venu, à chaque fois que je viens en Afrique. Et le voyage est tellement long que j'ai quelquefois des doutes sincères sur la possibilité de faire marche arrière. Mais en même temps, je pense que ça vaut le coup. Ça vaut le coup de venir voir, de venir comprendre, de venir regarder. Et je parlais de l'écrivain tout à l'heure comme d'un prédateur, mais c'est un prédateur généreux. C'est-à-dire c'est un prédateur qui prend pour pouvoir donner plus. C'est-à-dire un petit peu, le sportif aussi sans doute, mais l'écrivain vraiment est l'artiste. Parce que le réel, c'est le réel qui nourrit l'artiste. C'est-à-dire il a besoin de venir voir, l'écrivain aussi, il a besoin de venir, il a besoin d'aller voir, il a besoin d'être dans ce choc, de découvrir, d'entendre. Et j'ai besoin de venir et de revenir à chaque fois sur le continent africain. Et Kinshasa est très très important pour moi parce que tant de ressemblances n'est carrément pas possible. Quand on a vu Kinshasa, on a vu Port-au-Prince. Quand on a vu Port-au-Prince, on a vu Kinshasa. Et ce matin, dans la voiture, en sortant de l'aéroport, j'avais des images et je disais à l'ambassadeur, mais qui fait ça? C'est un Haïtien ou un Congolais? Parce qu'il n'y a que nous qui pouvons faire des choses pareilles. Donc c'est ça, j'ai besoin de ça et malgré la fatigue, malgré le très grand sacrifice qu'il a fallu pour venir ici, je pense que j'ai raison. Et c'est rare de se dire, mais qu'est-ce que j'ai raison? Et là, aujourd'hui, là, assise ici à côté de vous toutes, de ce panel très très féminin, je lui dis, Emily Prophète, tu as quand même raison. Vous serez toujours la bienvenue ici à Kinshasa. Alors, Iyad, peut-on s'attendre à une œuvre littéraire sortie d'est-ce que vous avez vécu ici à Kinshasa? Bon, je suis arrivée avant-hier. Je n'ai pas encore eu le temps de vivre des choses. Il faudrait revenir, oui, d'absorber. Il faudrait revenir en résidence durant 1 mois. Chose que j'aimerais beaucoup parce que chaque fois que j'ai passé un moment dans une ville, il faut quand même un temps pour... C'est sûr que quand on arrive, on sent cette terre, on sent toutes les énergies, on la sent, oui. Après, pour pouvoir aller en profondeur, il faudrait y passer un moment plus long qui permette l'interaction aussi avec les personnes qui vivent ici. Là, on est un peu en autarcie entre nous, on est baladé, on n'est pas vraiment on n'est pas dans une mise en abîme charnelle, je dirais, avec cette ville, pas encore. Donc, alors j'en attends beaucoup, bien sûr, en tant qu'écrivaine, comme disait Emeline, on se nourrit des livres, on se nourrit des lieux, on se nourrit des gens que nous rencontrons, car c'est aussi une ville, c'est à travers les destins des gens qui y habitent. Alors après, c'est vrai que bon, je suis très contente d'être là et il y a une sorte de gémellité de situation dans l'enclavement du Liban, enfin géostratégiquement dans une région compliquée, et ici aussi l'emplacement du Congo géostratégiquement
et la malédiction de sa richesse qui fait que il n'arrive pas à ce jour à se développer de manière souveraine et autonome. C'est aussi un peu le cas du Liban à un autre degré, une autre mesure. Donc il y a vraiment des réflexions aussi par rapport à l'exploitation et le capitalisme sauvage et les dégâts du capitalisme sur les pays du Sud et les peuples qui y vivent. Et ce pays-là, comme le Liban, ou en tout cas pour le cas libanais, moi je dis souvent que nous sommes les indigènes arabes du capitalisme blanc, quelque part. Voilà, il y a toute une réflexion à remettre en question sur la capacité économique de ces pays à se réinventer de manière autonome. Donc il y a beaucoup de choses pour moi qu'être ici représente, et bien sûr la question de l'esclavage, France Fanon, tous ces livres qui ont été écrits sur la question de l'esclavage, mais ça ce n'est pas... Voilà, on est tous concernés par ces questions-là, et voilà, enfin, j'appelle à une résidence. Nous serons ensemble pendant 10 jours, du 28 au 6 juillet, ici à Kinshasa, une performance en vue. Ah ben je serais ravie. On fait une résidence ensemble. Hein. Voilà, on fait une résidence ensemble. Mais moi je suis tellement heureuse d'être à Kinshasa. J'avais lu un texte qui s'appelait Ainsi soit Kin, qui m'a totalement bouleversée. Et je m'étais dit un jour il faudra que je vienne dans cette ville pour la sentir. Et j'ai hâte de la sentir. Pour l'instant. On n'a pas encore été dedans, on va dire. Mais c'est vrai que il y a quelque chose, je vous entends, moi je viens d'un pays qui s'appelle le Luxembourg, qui est un petit pays tellement riche. C'est très singulier parce que d'un seul coup, même par rapport à l'art, même par rapport à ce qu'on raconte, des moments, c'est vrai qu'il y a des moments où je me questionne sur la création quand il n'y a pas tant de blessures et d'urgence. Est-ce qu'il faut en fabriquer? C'est vraiment des questions qui sont très sensibles pour moi aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'aime les voyages, parce que j'attends le bouleversement. Et j'espère être totalement bouleversée, j'en suis sûre. Et de questionner, parce que voilà, je suis franco-luxembourgeoise, je suis plutôt luxembourgeoise depuis quelques mois seulement. Je suis d'origine française. Et la question de... Enfin, je suis française. La question qui est soulevée sur la position de la France, par rapport à la francophonie, de la position de notre langue française qui est au-dessus des autres langues francophones, c'est quelque chose qui me questionne vraiment beaucoup. J'avais été très très touchée quand j'avais lu, j'ai organisé comme ça à Luxembourg, il y a un projet qui s'appelle des Textes sans frontières, où on associe des théâtres au Luxembourg et puis en Lorraine, en région frontalière. Et on prend une dramaturgie et puis on invite des metteurs en scène et des comédiens de part et d'autre des frontières. Et donc on avait travaillé sur la dramaturgie de l'Afrique de l'Ouest et puis du Congo notamment et du Kinshasa. Et j'avais été tellement marquée par la puissance des mots, et des mots que je ne connaissais pas. Comme quoi, par exemple? Et, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous en donner là. Mais d'un seul coup, je m'étais dit, mais c'est une telle richesse, mais pourquoi elle n'est pas importée, tous ces mots qui s'inventent, parce que finalement, on devrait en inventer tout le temps, et on devrait les prendre parce qu'elles racontent tant. Et voilà, donc je pense que quelle chance la langue française a d'avoir tant de pays pour se nourrir et grandir, parce que ça ouvre nos frontières, mais quelle chance. La France serait un petit pays. Elisabeth, un bouleversement positif, on peut s'attendre? Eh ben, oui, de toute façon, aller vers l'autre, dès qu'on sort de ses frontières, c'est déjà un bouleversement, parce qu'on découvre... Déjà, ça nous remet, nous, à notre place. Ça nous permet de prendre de la distance par rapport à ce qu'on est, ou à notre façon de vivre, ou d'appréhender le quotidien.
Et d'être à Kinshasa, forcément, c'est un bouleversement sur plein de choses. Même le peu qu'on ait pu voir, enfin que j'ai pu voir depuis mon arrivée, je suis arrivée juste hier soir, tout est nouveau, tout est innovation et tout est à prendre comme c'est. Et moi, j'aimerais profiter de mon séjour ici pour découvrir des auteurs, des sportifs, mais aussi des écrivains. Et ce que j'aimerais faire, c'est voilà, aller rencontrer à travers des livres, des textes publiés ici, dont je ne soupçonne même pas l'existence encore. Et c'est ça, moi je pense que ces espaces de rencontre, c'est vraiment favoriser, aller vers l'autre. Et là, je pense qu'on est dans le sport également. Alors, on n'est pas dans la compétition, mais on fonctionne avec les autres et c'est ça qui nous fait avancer réellement et qui donne sens aux écritures, au sport, parce que on prend de l'autre tout ce qu'il peut apporter dans ses compétences, dans ses connaissances, dans ce qui peut nous montrer d'insoupçonnable pour nous. Ok, merci beaucoup, Madame, Monsieur. Vous avez été très nombreux à nous suivre de partout. Vous avez reçu les différents témoignages de nos invités, des grandes personnalités du monde francophone. Alors, nous sommes encore là avec vous pendant 10 jours. Nous serons là, ici, dans ce beau cadre. Je disais tantôt de l'espace échangeur ici à Kinshasa, dans la commune de Limité, transformé pour la circonstance au village de la francophonie. Mes chères dames, je crois que nous sommes arrivés à la fin. Ça a été un plaisir pour moi d'être aux côtés de ces grandes figures. On se retrouve très prochainement.